Alors bonjour à tous les internautes, bonjour Bachar. Bonjour Marc, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle série de vidéos sur les ouvertures et on va essayer que cette série soit la plus qualitative possible avec plusieurs niveaux. D'ailleurs, on va travailler bien sûr l'ouverture, une ouverture originale, mais on va travailler également de la créativité, du calcul, de la tactique et puis on va rendre hommage. On va rendre hommage à un grand joueur des échecs français. Mais peut-être que vous pouvez le présenter mieux que moi. Alors oui, Gilles Miralles est un très fort grand maître français qui nous a quittés soudainement le 28 janvier 2022 dans la force de l'âge. Il avait 55 ans. Mais bon, c'est un garçon que j'ai connu quand il était gamin. Et je me rappelle même avoir joué avec lui en 86 lorsqu'il a fait sa première norme de grand maître au tournoi de Cannes. En plus, Gilles a consacré sa vie aux échecs et au développement du jeu des échecs. Il a été très très connu sur Genève et la région genevoise, puisqu'il a multiplié les cours dans les écoles, et il a été aussi président de la Fédération genevoise des échecs. Donc je salue les amis suisses aussi qui ont pu bénéficier de son enseignement. C'était quelqu'un de remarquable à tout point de vue. Il a en plus servi à un moment donné la Fédération des échecs, la Fédération française, puisqu'il était directeur technique national du temps de Jean-Claude Loubatière. Donc c'est un joueur très original, très particulier, et c'est vrai qu'il avait développé un système de jeu qui était très original, puisqu'il était lui-même, il avait une pensée un petit peu différente. Et c'est vrai que Laurent Houtan, dont tu viens de parler, c'est quelque chose de spécial. Ça se joue pas beaucoup. Ça paraît complètement anti-positionnel. C'est quelque part provocateur. Et ça montre aussi une vue de la vie que pouvait avoir Gilles, qui est un petit peu différente. Néanmoins, c'était un très très fort joueur positionnel, tactique, mais je dirais qu'il a consacré la majeure partie de sa vie échiquéenne à l'enseignement, à la transmission, et donc il nous a quittés bien trop tôt. Oui, alors j'ai parlé d'ouverture originale, créative, et vous venez donc de mentionner le nom. Alors on va en parler du nom de cette ouverture, l'ouverture orang-outan, parce que évidemment, ça prête à réagir. Mais avant, je voudrais revenir sur Gilles Miralles. Euh, Nous avions regardé un petit peu ce qui existait en termes de vidéos d'échecs sur YouTube, et Gilles Miralles avait une chaîne. Il avait une chaîne. Et parmi les différentes vidéos que vous avez pu voir, vous êtes arrêté sur Gilles Miralles. Vous avez voulu voir, et ça c'était bien avant son décès, je me souviens, vous aviez voulu voir sa chaîne, voir ce qu'il faisait, vous étiez intéressé, et vous étiez vraiment, on sentait un lien avec cette personne, on sentait qu'il y avait, ou une, je sais pas, une nostalgie des combats passés peut-être, ou un intérêt humain pour cette personne. Pourquoi vous aviez été tellement attiré, aimanté par son travail? Ben parce que, je dis bien, c'est quelqu'un qui était dans la transmission. Il a dédié sa vie au jeu d'échecs, en tant que joueur, en tant que dirigeant, et puis ensuite en tant qu'enseignant, transmetteur, développeur. Euh, Moi, je me souviens de souvenirs personnels. Je l'avais accompagné au championnat d'Europe junior à Groningue. Je crois que c'est en 1983, en décembre 83, où il avait joué, et j'avais essayé de le seconder. Et c'est Saloff, Valérie Saloff, je crois, qui avait gagné ce championnat d'Europe. Donc c'est vrai qu'on avait des liens euh, à l'époque proches. Ensuite, on s'est un petit peu moins vus, puisque nos chemins n'étaient plus tout à fait dans la même région ou dans le même pays. Lui, il était sur la Suisse. Mais c'est un garçon qui a toujours fait œuvrer énormément pour la francophonie. Et donc, je pense qu'il laisse une empreinte indélébile en Suisse. Et puis, cette originalité, Laurent Houtan, c'est un singe. Donc, c'est quelque part, on joue une ouverture qui est un petit peu à la marge, qui est un petit peu bizarre, mais qui a une profonde notion stratégique. C'est-à-dire qu'on laisse un pion de l'aile, on démarre par un pion de l'aile. Alors on va montrer.
Voilà. On va montrer, on va jouer le coup parce que l'ouverture orang-outan, c'est B4. C'est cette ouverture du pion d'aile comme vous venez de l'indiquer. Alors c'est très très rare, c'est extrêmement rare, et c'est vrai que il y avait un joueur qui s'appelait Bassman, il y a très longtemps, Michael Bassman, qui pouvait jouer G4, ce qui est la grobe, ou B4, et qui était très très original. Il y a eu quelques joueurs. Alors je dirais que Gilles a joué orang-outan au tout début, c'est-à-dire quand il était très jeune. Après, il jouait des systèmes qui étaient mais comme c'était une arme qu'il avait à sa disposition et qu'il connaissait très bien, il était capable de sortir ça à tout moment. Et il jouait ça très très bien, puisqu'il comprenait vraiment les notions stratégiques de cette ouverture. Et puis ça surprend, c'est une arme qui peut faire mal si l'adversaire n'est pas préparé. Tout à fait, c'est le genre de choses qu'il faut avoir dans sa besace, une fois de temps en temps, un peu comme le gambit de Budapest. Il y a quelques ouvertures comme ça, le contre-gambit albin. Il y a des ouvertures comme ça qui sont originales, que ce soit dans des blitz, des parties rapides, qu'on peut sortir parce que l'adversaire, soit il connaît les schémas, et auquel cas il peut répondre, soit il ne les connaît pas et il va prendre du temps. Et quelque part, on peut prendre l'ascendant. Mais on parle d'ouverture orang-outan, Monsieur Quatli, mais pourquoi ce nom? Pourquoi l'ouverture orang-outan? Alors cette ouverture, elle a 98 ans. Elle a été jouée pour la première fois à New York en 1924 et elle a été jouée par Tartakover. Et pourquoi ils ont appelé ça orang-outan? Parce que Tartakover avait visité le zoo du Bronx la veille, il jouait contre Marozzi et il avait vu un orang-outan qui s'appelait Suzanne et il a voulu probablement faire quelque chose de facétieux mais qui n'est pas complètement illogique maintenant qu'on le regarde. Et donc voilà d'où ça vient. C'est une ouverture qui a bientôt 100 ans. Alors, quelle est l'idée de ce coup B4? Alors, l'idée du coup B4, c'est d'ouvrir par un pion de l'aile. Déjà, on empêche des C5. On permet aussi au fou d'arriver très vite en fianchetto. Et on arrive dans des schémas de fianchetto qui peuvent être assez intéressants. Il ne faut pas oublier que Réti arrive aussi dans ces années-là avec ses ouvertures. Et donc, on est sur des schémas un petit peu hyper modernes. Les gens tentent des choses nouvelles. Et c'est la période où on va chercher des systèmes. Il y a Nimzowitsch qui était là à l'époque, il y a Réti, il y a quelques joueurs qui ont essayé, et j'avoue que c'était une période très intéressante puisque ces ouvertures sont toujours jouées aujourd'hui. Oui, on sortait un peu du classicisme des clubs classiques justement qui prenaient l'occupation du centre. Là, on va être dans son contrôle à distance, parce qu'en réalité, B4, ça lutte pour le centre, puisqu'on va mettre le fou en fianchetto, et avec des coups de l'aile, on va avoir une action au centre, parce que le fou en fianchetto va être sur la grande diagonale, mais contrôler les cases centrales D4 et E5, et le pion B4 peut à tout moment déstabiliser l'arrivée d'un cavalier en C6, et donc empêcher que le cavalier au C6 soutienne les cases B4 et E5. Donc par rapport au coup B3, la Larsson, c'est peut-être plus prudent, mais on n'a qu'une seule idée, mettre le fou sur la grande diagonale. Avec B4, on a une idée plus offensive, celle de pouvoir jouer B5 également. Tout à fait. C'est moi, j'avoue que c'est un coup très intéressant. Je ne l'ai jamais joué. J'ai jamais eu cette audace de jouer B4, mais pourquoi pas? Alors les Noirs, dans la partie, ils ont réagi par le coup peut-être le plus logique. Ils vont au centre, ils jouent E5, et ils libèrent le fou qui attaque le pion B4. Alors, j'ai joué souvent en blitz, contre B4, puisque ça arrive, et c'est vrai que je joue E5, parce que je pense que c'est probablement le coup le plus logique pour sortir une pièce, prendre quand même ce pion, et mener un combat aussi pour le centre qu'on va voir se développer dans cette partie. Voilà. Alors dans cette partie, et même c'est la suite habituelle, Gilles Miralles va jouer le coup fou B2, c'est-à-dire qu'il va proposer le troc du pion de l'aile contre le pion central. Et attention, parce que si les Noirs veulent défendre par cavalier C6, ils défendent en attaquant, il pourrait y avoir le coup B5. Absolument. Et sur cavalier D4, on se dit après tout, on vient là, on attaque B5, mais E3. Cavalier est chassé, le fou protège B5, et derrière, on pourra attraper le pion E5. Tout à fait. Donc ça perd du matériel. Et donc là, on voit l'idée vraiment de l'activation du pion B. Donc après, fou B2, la plupart du temps, on accepte ce troc avec les Noirs. On fait fou prend B4, fou prend E5 avec l'attaque du pion G7, donc cavalier F6. Et là, le coup C4. Et je vais vous laisser parler un petit peu de cette position parce que je sens que vous bouillonnez et que vous avez envie de nous parler
du centre, de différentes choses. Oui, bah, c'est clair qu'aux échecs, il y a quand même un principe, c'est l'occupation du centre. Et donc si on a donné ce pion de l'aile au départ, c'est pour ne pas laisser le jeu noir se développer avec un D5 trop rapide, et c'est pouvoir échanger et maintenir un centre très très fort avec les pions E2, D2, et donner des possibilités aux blancs. Donc C4, c'est le coup, je dirais, logique dans ce type de position. Voilà, on a échangé. Finalement, on a troqué un pion de B, un pion de l'aile contre le pion central E. Et avec C4, on veut s'opposer à la poussée D5. Et si les noirs arrivent quand même à jouer D5, il y aura un échange encore d'un pion d'aile contre un pion du centre. Et finalement, les blancs seront les seuls possesseurs des deux pions centraux. Absolument. Pions centraux qui n'ont pas occupé immédiatement le centre, mais qui peuvent à terme l'occuper si l'adversaire, bien sûr, y consent. Alors les noirs ont fait petit roc, ils cherchent un développement rapide. E3 a été joué dans la partie, et D5. Voilà. Alors D5, c'est un coup, je dirais, aussi normal. Et là, les blancs peuvent prendre en D5, ou peuvent jouer aussi, s'ils le souhaitent, autre chose, mais ils pourraient aussi prendre en D5, parce qu'il y aurait cavalier prend D5. Mais ils peuvent maintenir l'attention en jouant, par exemple, cavalier F3. Parce que sur cavalier F3, eh bien, il continue le développement des pièces et on pose aussi des questions aux noirs. Oui, surtout que les noirs se sont développés rapidement quand même. Ils ont développé l'aile roi, ils ont finalisé d'ailleurs le développement de l'aile roi, donc il ne faut pas trop traîner quand même. Bien sûr. C'est cavalier F3 qui a été joué. Après tout, si les noirs prennent en C4, on dit merci, on reprend du fou et on se développe. Alors les noirs ont joué cavalier C6. Oui. Peut-être que si les noirs voulaient s'opposer tôt ou tard à la poussée des 4, ils auraient pu jouer C5 avant. Mais bon, pour l'instant, le pion D est cloué. Mais une fois qu'on va finir le développement, le Alors, pion D... C5 n'est pas toujours très adapté, parce qu'il pourrait y avoir A3, et le fou doit aller en A5, et il ne peut plus vraiment revenir par E7. Donc, c'est toujours une décision à double tranchant de le jouer, surtout quand le fou est en B4. Il faut toujours bien regarder ça à deux fois. D'accord. Mais après cavalier C6, le pion C étant muré, Oui. ça sera, et le pion C4 pouvant s'échanger avec le pion D5, il n'y a plus de possibilité pour noir de récupérer le centre blanc quand les blancs auront finalisé leur développement. Oui. Ils auront quand même une masse de pions et ce sera difficile de lutter contre. On va voir. En tout cas, là, le fou est attaqué, donc il veut préserver finalement son fou sur son oriflamme. Ici, son fou sur la plus grande diagonale. Il est essentiel pour les blancs, dans ce type de position, d'essayer de conserver la paire de fous. Parce que si les noirs ont la paire de fous avec un centre qui est ouvert, il peut y avoir des attaques. Donc il est essentiel de garder la paire de fous. Et donc fou B2, quelque part, s'impose. Tour E8, immobilise la tour sur la colonne en vis-à-vis avec le roi blanc, on peut comprendre. Et là, les blancs vont prendre. Ils vont prendre en D5, ils vont prendre l'initiative de l'échange. Cavalier reprend. Et il développe tranquillement sa pièce. Il met fou E2 et il continue son développement tranquille. Voilà. Si on veut s'activer un peu plus par fou C4, déjà le fou est exposé. On pourrait s'exposer à des coups comme cavalier B6. Et puis en plus, le fou C8 venant en G4 un peu plus tard, ça créerait des clouages. Donc alors, il y aurait cavalier B6 ou même, on peut estimer, même un cavalier F4. F4 avec F4. le clouage. Et si le roc, maintenant, peut-être cavalier D3, par exemple. Voilà. Et il faut faire attention que les noirs ne prennent pas l'ascendant, parce que le pion en E3 et D2 sont forts, mais il ne faut pas qu'ils deviennent bloqués, parce qu'après, il y aura des menaces très fortes. Donc il faut jouer très prudemment, hein, mais Gilles connaissait ses positions à merveille. Donc fou E2, c'est très bien. Voilà. Fou E2, et on peut faire un petit roc rapide. Les noirs ont joué fou F5, petit roc. Tout à fait. Dame E7. Bon. Les noirs ont finalisé leur développement. On dit souvent que le développement est finalisé lorsque les tours se sont mises en liaison. Et là, A3, on questionne le fou. Bon, le fou a décidé de venir en D6. Et tour E1. Alors, c'était pas le plus intuitif pour moi. Pourquoi tour E1 ? Parce qu'il y a toujours ce clouage et cette possibilité de venir en F4. Absolument. Il y a le cavalier F4 qui est désagréable. Et donc, il vaut mieux. Et Gilles était un joueur aussi très prophylactique. C'est-à-dire, il était capable d'anticiper les menaces, les possibilités pour ne pas s'affaiblir. Et donc, tour E1, le coup logique aurait pu être D4 dans cette position.
mais c'est vrai que ça laissait des possibilités avec cavalier F4. Je ne suis pas convaincu que cavalier F4 soit le meilleur. Cavalier prend E3 aussi Ou est à cavalier considérer. prend E3, bon, puis on prend dame prend E3, tour F2. Mais Gilles n'aimait pas l'improvisation. Hein. Il voulait être sûr de son fait. Donc tour E1, ça gâche rien. Il a contrôlé la case B4. Le cavalier ne peut plus aller en B4 et s'installer en D3, puisqu'il a fait A3 auparavant. Il garde toutes ses possibilités pour jouer D4, pour jouer cavalier D2 ensuite s'il le souhaite. Donc il est paré. Et puis voilà, la partie maintenant va rentrer dans sa phase. Alors, il faut dire, hein, Louis Ross, il a été champion de France en 1977. C'est pas n'importe qui. Il fait partie de la grande famille des échecs, les Ross, dont je connaissais aussi le père, Michel Ross, qui a vraiment œuvré énormément pour le développement des échecs en France. Il était un des amis qui a aidé Europe Échecs au départ, il y a très très longtemps. Et en fait, c'était une famille de joueurs d'échecs. La maman, qui est aussi décédée, Jacqueline, jouait aux échecs. Et on disait que chez eux, même le chien jouait aux échecs. Donc il y avait Céline, Jean-Luc, Louis et Daniel, le plus petit. Donc c'est une famille de joueurs d'échecs. Et donc Louis était le plus, je dirais, impétueux. Le joueur qui a été le plus sanguin, je dirais, dans la famille. C'est-à-dire que lui, il n'avait pas peur des combats aux échecs. Et là, il est exactement aussi dans un schéma qui peut lui plaire. Très bien, alors voyons la suite. Tour D8 a été joué, mobiliser la tour au centre. Hein. Oui. Les noirs ont joué d'une manière totalement classique. Et D4. Et là, par contre, ça va s'animer. Oui. Ça va s'animer. Et on va peut-être laisser quelques instants aux internautes pour essayer de voir ce qui jouerait dans cette position avec les noirs. Quel choix prendriez-vous? Alors vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour avoir le temps nécessaire à votre réflexion, puis on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce combat. À tout de suite. Alors j'espère que vous avez eu des bonnes idées dans cette position. Alors, qu'a joué Louis Ross ici? Alors Louis Ross joue un coup typique de ce que peut faire Louis Ross, le connaissant. C'est-à-dire un G5, ça ne m'étonne pas du tout. Et quelque part, c'est pas illogique, puisque il veut attaquer le roi. Il essaye d'enlever la défense en menaçant du G4, et puis pour activer ses pièces. Alors il se trouve que c'est pas aussi simple que ça, parce que les Blancs ont quand même un centre qui est assez fort, mais ça peut craquer. Et donc Louis Ross joue ce coup-là qui est bien sûr très intéressant. Oui, on va avoir l'idée de jouer G4 comme vous l'indiquiez, repousser le cavalier F3 qui est le principal défenseur de l'aile roi pour que le fou puisse viser H2, peut-être que la dame pourra rentrer en H4. Ça crée de sérieuses menaces. Alors, la menace, ça pourrait être, on dirait, alors déjà, il y a G4 qui est une menace. Si le cavalier allait en D2, eh bien à ce moment-là, il y aurait cavalier peut-être prend E3 qui serait très intéressant. Cavalier prend E3, pion prend E3, dame prend E3 échec, et on a une attaque. On va la voir. G4. Cavalier D2. Cavalier D2. Alors, cavalier prend E3. Pion prend. Dame prend E3 échec. Roi H1. Roi H1. Et dans ce type de position, eh bien, il y a une difficulté qui est... il y a peut-être dame H6 ici. Pour menacer les mates en H2. Ouais. Alors, je dis ça sans avoir regardé. Moi, je ne regarde pas les moteurs, ce qu'ils disent. Je donne simplement les possibilités qui s'offrent après le coup G5. C'est-à-dire, on est là-dedans. Ça ne veut pas dire que c'est correct à 100%, mais les possibilités qui s'offrent au noir, c'est une attaque surpuissante. Alors, il y a certainement des défenses, mais un coup comme dame H6, cavalier F1, par exemple, fou prend H2, voilà, je donne ça comme ça, à la volée. Sur cavalier prend H2, maintenant peut-être G3. Voilà, c'est ce type de position qui peut survenir avec un mat possible. Alors, je ne dis pas que c'est correct, hein. Je donne ça simplement pour montrer comment on réfléchit dans une partie, et pas seulement en se disant, voilà, le moteur me dit ça et je me réfère au moteur qui me donne les coups. Voilà.
Donc il y a beaucoup de possibilités. Donc G5 est intéressant de ce point de vue-là. Et il faut que Gilles réagisse vite. Sinon, Louis Ross, il est parti pour ça, c'est clair. En fait, G5, c'est un coup de poing. Ah oui, c'est un coup de poing qui est donné. Ah oui, Parce que même si les modules peuvent trouver des défenses, quand vous êtes dans une partie et que vous voyez G5 avec la menace G4, avec les attaques en H2, la dame qui peut rentrer, les sacrifices en E3, Tout à fait. et vous savez plus ce qui est bon de ce qui n'est plus bon. Tout à fait. Vous êtes et 6 sans boussole, donc c'est très difficile de trouver les bonnes suites. Ouais. Mais alors comment Gilles a réagi à ce coup G5, coup de poing que je disais? Alors un coup de poing tactique, un autre coup de poing tactique, puisque Gilles trouve le coup qu'il avait certainement dû voir auparavant, E4. Et sur E4, c'est pas aussi simple que ça, parce que il y a une pièce qui est attaquée, donc il faut prendre ce pion E4, et il fallait comprendre ce qui allait se passer ensuite. Alors ça me fait penser un peu à ce que disait d'ailleurs Aaron Nimzowitsch, attaque à l'aile, réaction au centre. Tout à fait. On a une belle réaction au centre. C'est 2 coups de poing qui sont donnés. Alors là, si dame prend E4, par exemple, ça peut... Voilà. Il y a tout simplement fou C4, ici. Et sur fou C4, eh bien, on gagne une pièce tout de suite. Ça attaque la dame, la découverte. Quand le fou part, c'est une découverte. Et en même temps, on questionne le cavalier. Ça, c'est très très simple. Maintenant, l'autre coup, bien sûr, qui questionne, c'est sur fou prend E4. C'est ce qui a été joué dans la partie. Donc on va voir le déroulement. Fou prend E4. Et ici, Gilles Miralles a joué cavalier D2. Il se développe en questionnant le fou. Alors, pareil, si le fou s'en va, c'est-à-dire si le fou s'en va en F5 ou G6, eh bien, il y aura à nouveau fou C4. Toujours la même chose et toujours le gain de pièce. Avec la dame et le cavalier d'attaquer. Tout à fait. Et donc, ici, c'est un vrai combat de boxeur. Oui. Louis Ross va décider de jouer G4. Oui. Il contre-attaque, il attaque le cavalier en F3, donc on voit bien la pression qu'il va y avoir sur le pion d'H2. Et là, c'est difficile à calculer toutes les prises, contre-prises qu'il peut y avoir dans tous les sens. Et celui qui s'égare ici du chemin peut être vite KO. C'est vrai. Et là, le coup que vous aviez plusieurs fois mentionné, le cavalier ne bouge pas, mais fou C4 est joué. Et fou C4, c'est un excellent coup. On voit que c'est une superbe partie tactique aussi. Positionnelle d'un côté, mais qui s'est transformée en partie très tactique du fait du coup G5 qu'a joué Louis Ross. Et il fallait bien sûr que Gilles trouve les parades et le contre-jeu. Sinon, il n'aurait fait qu'une bouchée. Et donc fou C4, c'est un très très beau coup, puisque là d'un coup, on menace de prendre le cavalier en D5 avec le fou, ou le fou en E4 avec la tour. Donc les noirs n'ont plus trop le choix. Ils sont obligés de prendre en F3. Ouais, on voit là les flèches que je montre, que j'indique, montrent l'intensité du combat. Ah oui, vous avez des pièces de partout. Vous avez le cavalier en D2, cavalier en F3, le fou en C4, fou en E4, le cavalier en D5, la dame en E7. C'est complètement fou, quoi. Ça s'est transformé très très vite en une partie complètement tactique. Mais le but, comme j'ai dit toujours, celui qui a la paire de fous dans ce type de partie peut espérer un bel avantage. Et en fait, ça risque de se transformer en quelque chose où les blancs auront la paire de fous. On va voir. Oui, parce que le fou en E4 est condamné. Tout à fait. Donc, prise en F3, ce qui va impacter le roi blanc, mais après tout, le roi noir est lui aussi endommagé. Et là, un excellent coup, tour prend, parce que ça empêche dame H4, qui irait attaquer H2, aussi. Et puis, on attaque la dame. Donc la dame vient en G5, contre-attaque avec la menace de mat en G2. Bon, ça n'a pas de chance d'aboutir. On va évidemment éliminer le pion en F3 en attaquant. Cavalier prend, absolument. La dame noire. Alors, ici, il faut faire attention, parce qu'il y a un petit coup tactique, mais qui ne marche pas. C'est que si on fait fou prend H2, par exemple, échec, alors sur cavalier prend H2, il y aurait tour prend E4. Oui, parce que la tour est restée en l'air. Voilà, ça c'est toujours les points de tactique qu'il faut calculer. Mais sur fou prend H2, il y a roi prend H2. Et la dame est toujours attaquée. Donc, et sur dame H5, il y a tour H4. La tour vient s'interposer et on préserve la pièce. Voilà, tout à fait. Donc c'est pour ça que ce combat est très intense entre deux
champion de France, parce que Gilles a aussi été champion de France. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il a aussi été champion de France. On n'avait pas dit que Gilles avait été champion de France. Oui, il a été champion de France 2 fois, Oui. en 86 et en 89. Et Louis, c'était En 77 au Touquet. D'accord. Voilà. Vous êtes un puits de Non, non, de mais connaissances. comme j'ai joué les championnats de France plusieurs fois, voilà, c'était mes collègues. Oui. Moi, j'étais un petit peu vert à cette époque. Bah, vous étiez pas né quand il était champion de France, Louis. Vous êtes né quelques mois plus tard. Voilà. Donc voilà, quand le cavalier a repris le pion, Ouais. il abandonne la protection de la tour, Ouais. mais l'attaque sur la dame prévaut, bien sûr. Ouais. Donc on a parlé de fou pour H2, ça ne marche pas, donc dame F5 a été joué. Donc il y a eu l'échange en E8, tour prend, et le fou s'est réaiguillé en D3 pour attaquer la dame, Tout à fait. qui est venue en H5. Et maintenant, on va faire un petit bilan de la position, parce qu'elle s'est beaucoup transformée. Là, on a enchaîné les coups, mais il y a des modifications matérielles et structurelles dans cette position. Tout à fait, Marc. Et vous êtes le spécialiste de ces changements de jambes. Hein. C'est un jeu de jambes, quelque part. C'est-à-dire, on avait une position, et puis après ce coup G5 qu'on a eu tout à l'heure, c'est une modification, mais radicale de la position. Elle est radicale, et ce que je disais tout à l'heure, c'est que la paire de fous est extrêmement importante dans cette partie. Donc, Gilles va faire un coup prophylactique, à nouveau, pour empêcher et maintenir. Et là, on regarde bien la position, on a le pion en A3. Il empêche les cavaliers d'arriver en B4. On a ce pion en D4, qui contrôle bien la case E5. Et là, il y a une case F4 pour le cavalier. Et en fait, Gilles enlève cette dernière case pour le cavalier. Et donc, il restreint la mobilité des pièces noires, alors que lui, il a la paire de fous. Et on sait qu'une paire de fous, c'est extrêmement mobile. Et donc, on va voir petit à petit comment il va essayer de transformer ça. Oui, c'est vrai que moi, je présente souvent cette modification matérielle avec la compréhension ici du jeu de couleurs. C'est-à-dire que les blancs sont les seuls possesseurs du fou de case blanche. Donc, s'ils veulent bonifier la paire de fous, il faudra que ce fou de case blanche puisse trouver emploi. Et c'est vrai que dans la position, il a du jeu, ce fou de case blanche. Il est très bien placé. L'adversaire, lui, a une supériorité quantitative pour engager le combat sur les cases noires, puisqu'il dispose de 3 pièces légères contre 2 seulement pour combattre sur les cases noires. Mais si justement on subtilise toutes les cases noires aux pièces légères adverses, et c'est ce que fait Gilles, comme vous l'avez bien signifié avec la case B4 que les pièces noires peuvent pas, les pièces légères noires ne peuvent pas utiliser, la case 5, ici la case F4, on mure la diagonale noire, et finalement le jeu ne va pas pouvoir passer sur les cases noires, et le fou de case blanche va pouvoir s'imposer dans cette position. En fait, pour traduire ça, alors c'est pas simple parce que c'est pas tout à fait exact ce que je vais dire, c'est quelque part le fou de case noire de Louis Ross en D6, eh bien, il n'a plus beaucoup de champ, il n'a plus beaucoup d'espace, il ne peut pas faire grand-chose. Et le fou de case noire de Gilles Miralles, eh bien, il est bien placé parce qu'il défend, il peut s'ouvrir à un moment donné. Et en fait, si on regarde vraiment la position, moi, je dirais ici que les blancs ont presque une pièce de plus. C'est ce fou de case blanche en D3 qui a beaucoup de possibilités de mobilité. Et c'est ça qui donne un avantage. Encore faut-il bien jouer, faut-il ne pas commettre d'erreur. Mais c'est clair que la perte de ce pion en G5 a modifié la structure. Et là, les noirs vont devoir se défendre jusqu'à la fin. Oui, c'est vrai, parce que on n'en a pas trop parlé, mais l'absence du pion G fait que également l'abri du roi noir c'est endommagé, alors que les noirs, c'est très compliqué de mener une attaque, parce que le pion G3 a muré, comme on l'a dit, la diagonale noire, et finalement l'avance du pion G3 ne fait qu'affaiblir les cases blanches. Cases blanches qui sont sous contrôle du seul fou de case blanche. Tout à fait. Le fou de case blanche ici peut revenir très très facilement, contrôler toutes les cases blanches. Tout à fait. Très bien, donc dans la partie A6 a été joué. Alors peut-être il voulait, je ne sais pas s'il voulait empêcher fou B5. C'est un coup d'attente, c'est-à-dire que les noirs n'ont pas beaucoup de coups à leur disposition. C'est aussi ça ce que je disais juste avant. Les noirs n'ont pas beaucoup de coups à leur disposition. Qu'est-ce qu'ils font Quels sont les coups utiles pour pouvoir améliorer la position? Parce que quelque part, les noirs ont un côté presque optimal de leur position là-dessus. Donc voilà, A6, c'est une autre manière d'avoir une sorte de coup en attendant de voir ce que les blancs vont faire. Et là, les blancs jouent cavalier H4. Proposition d'échange les dames, et en même temps, on lorgne sur la case faible F5, case qui ne peut plus être contrôlée par les pions noirs, et le problème, c'est que cette case F5, c'est une case blanche. Tout à fait. Alors c'est clair que
Gilles a compris que sa position est bien meilleure, qu'il a beaucoup plus de dynamisme, de souplesse. Et en échangeant cette pièce, il continue à contrôler toutes les cases. Il n'y a pas de point d'entrée pour les noirs. C'est ça aussi la difficulté. Il n'y a pas de point d'entrée. Il n'y a pas de possibilité d'attaquer quoi que ce soit. Et lui, il améliore et il arrive avec ses pièces, avec son cavalier, le dernier cavalier qu'il a, mais qui va être très très fort sur F5 et on ne peut pas le chasser. Pas le déloger. Alors c'est vrai que les noirs ont également une case de blocage D5 du pion isolé D4, donc c'est aussi une très bonne pièce, mais la case F5 a cet avantage qu'elle est implantée dans le camp adverse, tandis que le cavalier D5 n'est pas dans le camp blanc. Donc il y a une influence qui sera plus importante avec une pièce blanche en F5 qu'avec le cavalier ici en D5. Tout à fait. Et donc, on pourrait se dire que la proposition d'échanger dames, alors que le roi noir est un peu plus faible, n'est pas opportune. On devrait peut-être essayer de garder les dames. Mais là, il a compris, finalement, Gilles Miralles, que la finale était sans risque et lui était favorable. Tout à fait. Et c'est très difficile pour Louis Rosse de refuser l'échange des dames. Donc, il va, dans cette position, accepter cet échange des dames. Donc, dame prend, tour prend. Et fou E7 est joué, avec bien sûr l'attaque du cavalier qui ne va pas rester là. Cavalier F5, voilà, F5. Il arrive sur sa case naturelle. Et là, c'est compliqué. Alors, on va comprendre pourquoi fou E7 a été joué maintenant, parce que c'est fou F6, un réaiguillage du fou qui va prendre pour cible l'isolanie. Vous savez, l'isolanie, c'est le terme pour définir le pion isolé central. Parce que de tous les pions isolés, l'isolanie a une particularité, c'est que comme il est au centre, il peut fournir aussi un avantage d'espace. Et donc, il a une définition un peu différente. Et donc là, Gilles Miralles va jouer roi F1. Toujours dans la même veine, contrôler des cases. C'est-à-dire que si le fou devait aller être réorienté, le fou blanc, ailleurs, la tour ne pourrait pas rentrer en E2 plus tard. Toujours ce côté dont je parlais tout à l'heure de prophylaxie, et on voit que les pièces blanches ne sont pas chassables, et Gilles, en jouant cavalier H4 et F5, défend son pion D4, qui n'est pas attaqué puisqu'il est défendu 2 fois par le fou B2 et le cavalier F5. Et avec une influence dans le camp noir, parce que même si le cavalier n'attaque rien directement, c'est des cases potentiellement de fourchette qui peuvent arriver parfois, donc il faut se méfier. On n'a pas explicité le terme prophylaxie, mais la prophylaxie aux échecs, c'est l'art de guérir le mal avant qu'il n'arrive, c'est de prendre les mesures préventives pour qu'on n'ait pas de problème dans nos manœuvres. Absolument, absolument. On fait de la prophylaxie, de la prévention quand on se soigne, quand on va se checker avant. Tout ça, c'est des mesures préventives, mais bon, on appelle ça aussi de la prophylaxie. Très bien. Donc les noirs ici ont joué tour D8. Tour D8. La tour se réoriente sur la colonne D, là où il y a la cible quand même du pion isolé. Il faut que les noirs jouent. Ils ont détecté une faiblesse. Ils vont la cibler quand même. Donc tour D8 a été joué. Fou C4. Voilà, donc le fou se réoriente. Oui, et puis attention, parce que la pression, en fait, c'est F7 qui est en ligne de mire. Avec peut-être des idées comme cavalier H6 échec. Oui. Si le cavalier D5 vient à. Oui, si le cavalier part, bien sûr, il y aurait. Si cavalier D, E7, il y aurait cavalier H6, cavalier prend F7, bien sûr. Le cavalier H6 va être joué d'ailleurs. Alors attendons, regardons. Cavalier E7 est joué. D'accord. Donc proposition d'échange des cavaliers. Peut-être qu'on peut libérer aussi le pion C pour venir consolider. Cavalier H6 échec. C'est normal. Ouais. Roi F8. Forcé, parce que sur roi G7, il faut expliquer, là il y aurait cavalier G4 et on prendrait le dernier fou. Et donc là, les blancs auraient la paire de fous face à une paire de cavaliers, et avec toujours beaucoup de possibilités. C'est toujours très très difficile de jouer contre une paire de fous dans une finale. Très difficile. Donc il joue roi F8 pour pouvoir maintenir son fou. Voilà. Le fou pour pouvoir préserver le fou. Puis le fou, en plus, on peut le prendre quand on veut pour l'instant. Ah, oui. Donc, roi F8, comme ça, sur cavalier G4 qui a été joué, le cavalier peut se préserver en reculant sur la diagonale. Et en continuant la pression sur D4. Tout à fait. Fou B3 a été joué. Toujours un coup préventif, c'est-à-dire que Gilles, au lieu de se faire chasser peut-être à un autre moment, il demande au noir de jouer, parce que lui, il ne fait qu'améliorer sa position petit à petit. Il y a eu la poussée C5. Alors oui, Louis Rosse n'est pas un joueur d'attente. C'est quelqu'un qui va toujours chercher le combat. Il n'aime pas les positions passives. Et là, il est dans une position passive et il essaye d'échanger
un maximum de pièces, parce que s'il arrive à échanger un maximum de pièces, il arrivera plus facilement à égaliser. Alors signalons que le pion D4 est cloué sur la Tout diagonale. à fait. Donc les blancs ne peuvent pas prendre, mais ils ont intercepté En jouant cavalier cavalier E5. E5. Ouais. Et là, les noirs ont joué cavalier G6. Et il y a eu la prise en C5. Tout à fait. Alors, il faut en parler de cette prise, oui. Alors oui, c'est cavalier, alors G6, puis on prend, parce que tout simplement maintenant le cavalier en D5 est en prise, et là, si les noirs prennent E5, puisqu'on a laissé une pièce, mais il y avait une autre pièce qui était en prise, et les noirs viennent de perdre un pion avec ça. Donc il y a eu une erreur, précipitation de la part de Louis Ross, qui, ne tenant pas, a voulu se libérer, avoir un petit peu d'air, mais Gilles joue le coup précis, et il prend le pion, et par ailleurs, les pions B7 et A6 sont sur case blanche, et qu'est-ce qui reste au blanc? C'est le fou de case blanche qui peut aller les attaquer plus tard. Alors, donc il y a pion de moins pour Louis Ross, et paire de fou dans une position qui est complètement ouverte maintenant. Oui. Alors, pour essayer de perdre la pièce, enfin de rendre la pièce, parce qu'il ne va pas y avoir une perte de pièces, bien sûr, les noirs vont pouvoir prendre en E5, et ils savent qu'ils perdront le cavalier en D5. Et donc Louis Ross va donner son cavalier en essayant d'endommager un peu la structure adverse en jouant cavalier E3 échec. Oui, bon. Il sait que le cavalier va être pris, mais l'idée c'est que ça désolidarise le pion F du reste de la structure. Donc il y a eu la prise, tour prend D1 échec, donc le fou va reprendre, et maintenant on récupère la pièce avec les noirs, avec la prise en E5. Donc dans cette position, fou D4 a été joué, et maintenant on a un pion de plus. Oui, tout à fait. Pion de plus dans une position stable. Dans une position stable et qui est très, très difficile à jouer, puisque la menace, à nouveau, c'est d'aller mettre le fou en B3, fou D5, et aller ramasser ce pion B7. Voilà. À noter que sur une poussée B5, il y aurait la prise en passant. Tout à fait, tout à fait. Donc les noirs ont joué cavalier C4, Oui, questionne le pion A3 qui vient en A4. oui. Il y a eu l'échange, fou prend D4, Puis on prend. pion, et cavalier E3 échec, mais après roi E2, abandon de Louis Ross. Abandon, puisqu'il y a un pion de moins, il n'y a pas de contre-jeu, et on voit bien que le pion B7 va tomber. Soit cavalier prend fou, et bien il y a tout simplement un pion de plus. Il suffira de jouer D5, je dirais, et puis ensuite de monter le roi en D2, D3, E4, et puis la finale de pion gagne, puisqu'il y a un pion de plus et sans aucun contre-jeu. Donc, un pion de plus, c'est une dame de plus si c'est bien joué. Oui, le pion va dans cette position. aller à dame dans cette position. Donc on s'aperçoit donc dans cette partie, alors il y a quelques erreurs de la part de Louis Ross, mais c'est une très belle partie jouée par Gilles Miralles qui est très pragmatique. Et c'est une belle partie de combat entre deux anciens champions de France. Ouais, je remets la photo de la partie sur G5, E4. Ouais. Voilà. Là, c'est pour moi le moment le plus critique, le moment de tension le plus important dans cette partie. C'est vrai. C'est une très très belle partie et qui illustre bien y compris le jeu de ces deux joueurs. Voilà. Eh bien, merci les champions pour ce bon combat. Merci Bachar pour votre analyse. Et puis, on vous donne rendez-vous aux internautes pour la suite de cette aventure, de cette série sur l'orang-outan. Merci. Au revoir à tous.